Interface neuronale, informatique physiologique, informatique affective, technologie immersive, interface sensorielle. Ce qui m'amuse là en ce moment, c'est de mélanger toutes ces technologies, de les combiner pour avoir une expérience encore plus complète. Je m'appelle Anatole Lécuyer, je suis directeur de recherche chez INRIA et puis je suis responsable d'une équipe de recherche qui travaille dans le domaine de la réalité virtuelle depuis une petite dizaine d'années. On explore des technologies immersives et on invente le futur de ces technologies immersives. La réalité virtuelle, ce sont par exemple ces visiocasques et ces technologies immersives qui permettent de vous projeter dans un autre univers qui va être simulé en temps réel par un ordinateur en 3D qui va être réaliste et dans lequel vous allez pouvoir bouger, évoluer. Cet univers est virtuel et synthétique. À la différence de la réalité augmentée, où là on va essayer plutôt d'incruster des éléments virtuels, des objets virtuels dans ce qui vous entoure. Donc on va utiliser par exemple des lunettes qui laissent passer les images réelles comme n'importe quelle lunette, et puis sur ces lunettes on va projeter des petits éléments virtuels qui vont venir vous donner l'impression qu'à tel endroit vous avez un personnage virtuel ou un objet virtuel qui apparaît. Par exemple pour la douleur, pour la dépression, pour la rééducation motrice à l'aide de scénarios de réalité virtuelle, on va être beaucoup plus motivé, beaucoup plus engagé dans la scène, et un petit peu plus que quand on est chez le kiné par exemple et qu'on doit réaliser un certain nombre d'exercices un petit peu fastidieux. Pour fabriquer des avions, des voitures, on va utiliser la réalité virtuelle pour visualiser les maquettes, au lieu d'utiliser des maquettes physiques qui peuvent être assez coûteuses, qui vont prendre du temps à développer. Là on peut tout faire en virtuel et ça va aller assez vite. Et puis dans le domaine bien évidemment du divertissement, il y a les jeux vidéo, mais il y a le cinéma immersif, il y a le tourisme virtuel, et pour le grand public arrivent des systèmes aussi de visioconférence ou de télécommunications à distance ou de réseaux sociaux en réalité virtuelle. Les applications elles sont extrêmement variées, extrêmement différentes, et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce domaine technologique. C'est là où ça devient intéressant pour moi, c'est quand on va commencer à essayer de non pas d'être totalement technologie centré, mais d'être plutôt perception et humain centré, essayer de proposer des techniques qui vont berner un peu le cerveau, essayer de tromper le cerveau et de créer en fait la sensation qu'on souhaitait créer, qui parfois en fait est générée par des petits artefacts ou des petites techniques qui ne sont pas des techniques très technologiques. Un exemple donc, si on touche une image avec son curseur de souris, qu'on manipule avec sa souris ou avec son pad, comment faire ressentir le relief de l'image sans justement équiper l'utilisateur avec des technologies un peu compliquées, thermiques ou vibrotactiles. Eh bien, l'astuce qu'on a proposée, ça remonte à 20 ans quasiment, c'était de jouer simplement avec le mouvement visuel du curseur. Donc on va ralentir ou accélérer le curseur quand celui-ci va monter ou descendre dans les reliefs de l'image, on va dire. On se rend compte que ça marche très très bien. Certains me disent j'ai l'impression que ma souris est encrassée, ou il y a un truc qui résiste dans mon bras. Et en fait, ça montre que à ce moment-là, il se passe quelque chose dans ce couplage entre votre déplacement de la main et puis cet effet visuel qui fait que vous avez l'illusion de monter ou descendre sur le caillou. C'est des collègues de l'université de Tokyo avec qui on travaille de temps en temps, on s'entend très bien, on est très complémentaires, qui, quand je suis allé les visiter il y a quelques années, m'ont fait tester ce tout dernier dispositif qu'ils avaient développé dans leur laboratoire. Un casque, mais alors vraiment impressionnant, avec des tuyaux partout. Je l'ai mis sur la tête, c'était un casque de réalité augmentée. Puis devant moi, il y avait une assiette avec des cookies. Je pouvais choisir le nappage de mon cookie. Donc c'était soit un cookie à la fraise, soit un cookie au chocolat. Et puis quand je le croque, ce cookie, alors j'avais sélectionné chocolat, je crois au début, en fait tous ces tuyaux servaient à envoyer des petites molécules pour me donner l'odeur du nappage en question. Donc là c'était un nappage au chocolat, et du coup j'avais des petites molécules de chocolat qui m'ont effectivement donné l'impression que je mangeais un cookie au chocolat, alors qu'en fait mon cookie il était complètement neutre, il n'y avait aucun nappage. Donc c'était une manière d'augmenter la nourriture et de vous donner l'impression que vous mangiez tel aliment plutôt que tel autre, à l'aide de cette stimulation de réalité augmentée, à la fois visuelle et olfactive.
va se retrouver à 2 utilisateurs à l'intérieur du même corps virtuel. Et donc quand on va déplacer la main, en fait, on est avec un visiocasque, on voit son corps virtuel qui réagit, mais qui ne réagit pas complètement. Parce que la moitié des mouvements est contrôlée par l'autre personne qui, du coup, contrôle une partie de ce corps virtuel. Et ça donne une situation vraiment étonnante où, de manière assez naturelle, les gens vont quand même finir par se synchroniser et retrouver une forme de cohérence ensemble des mouvements pour exécuter certaines tâches, comme par exemple aller allumer des bougies avec un briquet. Puis certaines idées vont se mélanger aussi avec des concepts ou des notions qu'on va retrouver ou qui vont venir de la culture populaire ou de mythes, pourquoi pas. La séquence virtuelle d'Agoba, la planète d'Agoba, dans la Guerre des Étoiles, c'est une séquence où le héros Luke Skywalker se retrouve face à un marécage dans lequel son vaisseau est immergé, il faut qu'il se concentre pour soulever le vaisseau spatial, entraîné par Maître Yoda, qui l'entraîne à contrôler cette capacité de télékinésie qui est la force dans la Guerre des Étoiles. Comment est-ce qu'on a mis ça en place technologiquement? Donc il faut imaginer que vous êtes dans une salle de réalité virtuelle, dans laquelle vous pouvez vous déplacer. Ce sont des écrans qui sont tout autour de vous, des écrans en relief, en stéroscopie. Vous avez des lunettes stéréo comme au cinéma 3D pour voir en relief. Mais cette fois-ci, vous êtes dans les écrans, puisque vous avez un écran sous les pieds, 2 écrans sur les côtés, un écran en face de vous. Donc vous êtes plongé dans la scène virtuelle en 3D. Les mouvements de la tête sont captés, analysés pour en temps réel adapter l'image en relief à votre point de vue, de manière à créer un effet holographique. Et puis vous avez un casque à électrodes sur la tête qui enregistre votre activité cérébrale. Et il faut se concentrer pour soulever le vaisseau spatial. C'est un vrai défi d'arriver à décoder l'activité du cerveau en temps réel. D'après les études de Mel Slater à Barcelone, s'incarner dans Einstein permet d'améliorer un petit peu ses performances en mathématiques. Ça paraît fou comme ça, mais ça a l'air d'être le résultat de cette étude espagnole. Donc il y a un certain nombre de résultats qui montrent que vivre ces expériences permet aussi de s'améliorer ou de changer peut-être positivement son opinion sur certains problèmes. Une autre étude bien connue, c'est des études de Stanford sur l'utilisation de la réalité virtuelle immersive, et ces expériences assez puissantes, pour sensibiliser les gens à la cause animale ou à la cause environnementale, avec des effets qui semblent être significatifs sur la prise de conscience qu'ont les gens ensuite un petit peu plus forte de ces causes-là. C'est d'abord une démarche, je pense, consentante de la personne, et heureusement, d'enfiler un casque de réalité virtuelle et de se dire « j'ai envie d'aller expérimenter ce genre de choses et je suis prêt à vivre cette expérience ». Comme c'est une expérience très puissante, qui peut vraiment modifier, aller assez loin, c'est-à-dire modifier vraiment certaines perceptions de son corps, dans certains cas, changer certaines opinions qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet, parce qu'on a vécu une expérience très forte qui peut nous faire prendre conscience de certains problèmes. Il y a une réflexion dans la communauté pour alerter sur des mauvais usages et sur les effets potentiellement délétères de ce type d'expérience lorsque c'est dans des univers qui ne sont pas bienveillants, qui ne font pas attention dans ce qu'ils proposent à la personne comme expérience. L'étape d'après, c'est vraiment celle des contenus et des usages, c'est-à-dire ça va être aux gens, aux concepteurs d'applications, aux industriels, de là vraiment s'emparer de l'outil technologique pour proposer des contenus et des applications qui aient du sens, qui aient de l'utilité pour le plus grand nombre. Une des tendances en ce moment, ça va être d'essayer de travailler un petit peu plus sur des projets médicaux. C'est une fin en soi pour nous dans les laboratoires technologiques de réussir à sortir des nouvelles technologies, mais ensuite ces technologies-là, elles vont devenir un moyen pour des collègues de neurosciences, de psychologie, de physiologie, d'étudier le corps humain, la psychologie, le comportement. Ça devient un moyen d'expérimenter sur l'homme. Il y a plusieurs études en cours avec le CHU de Rennes et des études cliniques qui ont démarré sur plusieurs projets. Il y en a un qui est très ambitieux sur la rééducation du cerveau de patients qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux et qui arrivent un petit peu au bout des techniques traditionnelles, mais qui ont encore des séquelles physiques. Donc on essaye d'aller plus loin avec eux pour essayer de regagner encore un peu de motricité, en essayant de rééduquer directement le cerveau avec ces technologies d'interface neuronale et de neurofeedback, de réentraînement du cerveau.
Moi, je me pose la question parce que c'est vrai que j'enfile un casque de réalité virtuelle quasiment tous les jours, je teste des choses avec les étudiants tout le temps. Et qu'est-ce que ça produit dans nos cerveaux à nous, de développeurs de technologie, d'être constamment stimulés par ces technologies-là. Alors en même temps, on ne garde pas le casque sur la tête 24 heures sur 24, c'est plutôt pour tester des choses et puis après on l'enlève. En tout cas, je pense que ça a réduit mon mal des simulateurs. Le vertige virtuel, par exemple, très difficile d'y échapper. C'est-à-dire que quand on met un casque de réalité virtuelle et puis qu'on se penche et que dans la scène de réalité virtuelle, il y a un gouffre ou un précipice devant nous, pour moi encore aujourd'hui, même après des dizaines et des dizaines d'expériences, j'ose pas sauter dans le vide virtuel, alors que pourtant, devant moi, il y a le plancher des vaches. On a testé le potentiel de ces technologies d'interface neuronale dans le monde du jeu vidéo, avec des partenaires comme Ubisoft ou d'autres spécialistes du jeu. Et c'est un projet, on s'est vraiment amusé. Et ce qui est amusant, c'est que le dessin que j'ai fait dans le livre, c'est un dessin d'un petit personnage de Space Invader en mosaïque qui est collé sur un mur et qui fait référence à l'artiste Invader. J'avais envie de lui rendre hommage dans cet ouvrage, d'autant plus que le dessin que j'ai fait dans le livre, c'est un dessin d'une mosaïque qui est collée sur le mur de ma propre école primaire à moi. Et donc je trouvais ça amusant d'avoir été marqué par Invader dans mon enfance et d'avoir été envahi dans ma propre école primaire, et sans doute c'est le début de toute cette histoire.